Tous et bienvenue à ce séminaire. Aujourd'hui, on va recevoir Marc Sidman qui va nous parler de ses recherches actuelles, mais aussi de son parcours. Et c'est Daniela qui va mener l'entrevue. Alors, pour rappel, cette présentation va être enregistrée et va être disponible 1 mois sur notre chaîne YouTube. Donc, si vous voulez ne pas apparaître sur la vidéo, faites attention à bien couper votre caméra et surtout couper votre microphone, s'il vous plaît. Et aussi, si vous participez, que vous posez des questions, vous aurez alors la chance de gagner une carte cadeau de 25 $ à Laurier, Québec. Donc, n'hésitez pas à participer. Je vais laisser Daniela maintenant. Ok, donc bienvenue à tous, bienvenue au séminaire de comité étudiant de l'axe de maladies infectieuses et immunitaires. J'ai un plaisir aujourd'hui de vous présenter Dr Marc Sidban, un directeur de recherche à l'Institut de génétique moléculaire à Montpellier, où son équipe travaille sur le sujet des rétrovirus, marqueurs métaboliques, transportateurs de nutriments et leur caractérisation comme la porte d'entrée pour les rétrovirus. Il travaille aussi sur la caractérisation et utilisation de particules RBD dérivées de protéines d'enveloppe rétrovirale et les implications de tout ça dans le contexte de détection et de traitement des cancers. Marc est aussi un co-founder de startup Metaphor Biosystems qui se concentre principalement sur le développement des particules RBD pour leur utilisation dans la détection et diagnostic du cancer. Marc est aussi mon mentor personnel et scientifique. Il m'a accueilli dans son équipe pendant la 2e année de ma maîtrise à Montpellier, où on travaillait ensemble sur le projet d'utilisation de particules d'origine rétrovirale dans la diagnostic et traitement potentiel du cancer. C'était Marc qui m'a inspiré de poursuivre en doctorat, donc c'est pour ça que je suis là. Le parcours de Marc est très intéressant. Il implique plusieurs pays, donc c'est pour ça que Marc l'a décrit comme une carrière de chercheur baladeur. Il est passé par France, par les États-Unis, même par Afrique, le Gabon, en suivant sa passion pour la recherche sur le rétrovirus. Ce qui est particulièrement intéressant dans son parcours et dans sa recherche, c'est que sa recherche fait un pont entre le côté fondamental et le côté appliqué de la recherche. Donc, Marc, je te laisse nous présenter ton parcours, ta présentation. Je te laisse la parole. Super, Daniela. Dis donc, tu es une vraie pro de l'introduction. C'est vraiment très sympa de t'entendre. C'était un plaisir d'être invité à cette occasion et j'aime beaucoup la formule. Donc, vu le côté convivial, je vous encourage à m'interrompre à n'importe quel moment. Le temps, c'est pas très grave si je ne vais pas au bout de ce que j'ai à dire, c'est pas le plus important. Donc voilà, donc j'ai essayé de suivre un petit peu les consignes des organisateurs et des organisatrices, essayer de vous présenter de la science et aussi l'application de la science et quelques histoires. Donc la recherche fondamentale peut être applicable, donc j'imagine que vous connaissez la réponse, mais on découvrira ça au fur et à mesure. Hop, alors là. Donc, comme l'a dit Daniela, mon intérêt premier a été sur les rétrovirus. En fait, j'ai fait pas mal de virologie générale, notamment au Gabon, mais les rétrovirus, c'est quelque chose qui m'a fasciné. Alors pourquoi? Parce que c'est leur nom qui l'indique, c'est rétro. C'est pas parce qu'ils sont vieux jeux, c'est parce qu'ils suivent le chemin inverse du dogme de la biologie moléculaire, qui est ADN donne ARN, code pour des protéines. En fait, les rétrovirus font entrer leur ARN. Maintenant, c'est extrêmement populaire avec les vaccins ARN messagers. Sauf que là, à l'inverse des vaccins ARN messagers, il sera, parce qu'il y a une machinerie très, très dédiée, fournie par le rétrovirus, cet ARN sera reverse transcrit, donc en ADN, qui va de façon plus ou moins efficace, souvent pas très efficace du tout, parce qu'on va retrouver très peu de copies intégrées, va rejoindre le patrimoine génétique de la cellule hôte. Encore une fois, toute interruption est la bienvenue. Donc, le rétro, c'est de là que vient leur nom. Et ce qui m'avait fasciné dans ces virus, c'est justement cette
cette capacité du parasite, entre guillemets, mais on verra que ça peut être plus compliqué que ça, cette capacité du parasite à devenir partie de l'hôte. Ça fait penser à certains films d'ailleurs. Donc, ma première étude, alors justement pour illustrer l'aspect fondamental, ça a été sur les rétrovirus, lors de mon séjour au Montana, donc en postdoc dans un laboratoire du NIH et du NIAID, l'institut qui travaille sur les maladies infectieuses. Ça a été c'est vraiment extrêmement fondamental. Quand je regarde ça, je me dis, mais qu'est-ce qui a bien pu motiver un intérêt chez un jeune homme pour ce type de travail? Mais voilà, c'est ça la passion. Et ma grande découverte, c'est de concerner des virus qui n'intéressent absolument personne, qui infectent des souris, et qui leur donnaient, c'était des modèles de leucémogènes, et en l'occurrence de leucémie érythroïde. Et il faut savoir que la leucémie érythroïde est rarissime chez les humains, rarissime, c'est une des leucémies les plus rares. Donc, double désintérêt, je dirais. Mais voilà, la découverte, parce qu'il y a eu découverte, a été de découvrir que ce virus ne causait pas seulement une leucémie, mais aussi un effet lytique qui introduisait une anémie chez la souris, qui dessinait un nouveau modèle, en fait. C'est-à-dire que l'anémie produite par ce virus augmentait les cellules potentiellement cibles pour compenser l'anémie. Il y avait une augmentation des précurseurs érythroïdes qui augmentait les chances ou les risques d'infection par le virus et les risques de dérangement du génome de ces cellules qui allaient conduire après à la leucémie. Donc on voit qu'il y avait une coordination de la pathogénicité dont l'une était masquée par l'autre. On appelait ça un syndrome pré-leucémique sans savoir trop ce qu'il y a. Il faut savoir que maintenant, il y a des syndromes comme le syndrome dysmyéloplasique qui collent à peu près à ce modèle. Donc on voit déjà que la compréhension de ce type de modèle peut conduire à réfléchir à d'autres modèles. Donc cette découverte m'a conduit à m'intéresser aux bases moléculaires, et je voudrais faire une parenthèse et un hommage en fait à des chercheurs canadiens qui sont Paul Jolicoeur, Luc Desgroseilliers et Eric Rassard à l'époque, qui étaient parmi les premiers biologistes moléculaires à montrer le rôle de l'enveloppe dans la pathologie des rétrovirus. Ils utilisaient aussi ce type de modèle. Et donc, moi-même, à la suite de leurs travaux, ou quasi en même temps, j'avais montré que cet effet hémolytique était associé et dépendant à la glycoprotéine de l'enveloppe. Donc, les rétrovirus, il y en a plusieurs, je ne veux pas rentrer dans les détails. Ceux qui m'intéressent ou qui nous intéressent là sont les gamma-rétrovirus, dont ne fait pas partie le virus du VIH. C'est un autre type de rétrovirus. Et ces gamma-rétrovirus ont des structures, une organisation génétique équivalente et une structure notamment d'enveloppe. Donc, voilà comment se présente. Ça, c'était une microscopie électronique d'un rétrovirus bourgeonnant. Et je me suis permis de rajouter pour voir comment se présenterait et où se présenterait la glycoprotéine d'enveloppe codée par le virus. Parce que l'enveloppe virale elle-même vient de la membrane cellulaire dans laquelle le virus intègre sa propre glycoprotéine. Alors cette enveloppe permet au virus en fait d'entrer dans la cellule parce que la plupart des particules virales n'infectent pas la cellule, mais sont au contraire mangées par la cellule. En fait, c'est la cellule qui est le prédateur. C'est l'aspect virologue qui dit ça. Et quelques particules qui sont sauvegardées parce qu'elles utilisent un récepteur vont pouvoir suivre leur chemin vers le noyau. Et en fait, on estime à des dizaines de milliers de particules pour obtenir un seul événement d'infection. Alors, les rétrovirus, je vous avais dit, là, je vous avais parlé des gamma-rétrovirus. Chez les humains, on a découvert jusqu'à présent deux types de rétrovirus qui ne sont pas des gamma, qui sont des lentivirus, dont le VIH, qui a été découvert en 1981, et des delta-rétrovirus, dont fait partie le HTLV, qui est à l'origine de leucémie humaine, et qui, lui, a été décrit en 1980 et isolé à peu près à la même date. Et la question s'était posée de comment ces virus entraient dans les cellules. Donc, ces deux virus découverts à peu près à la même époque.
Très rapidement, le CD4 a été montré comme servant de porte d'entrée au VIH en 1984. Mais en fait, il a fallu attendre beaucoup plus longtemps, 1996, pour voir que en fait, CD4 était uniquement la protéine d'arrimage, donc de docking, et que le véritable récepteur d'entrée, suite à ce docking, était les récepteurs aux chemokines CCR5, CCR4 et CXR4 et CCR5. Et pour le deuxième rétrovirus humain, la question du récepteur restait toujours posée, on n'arrivait pas à le trouver. Entre-temps, il a été identifié pour les gamma-rétrovirus le premier récepteur et qui avait cette structure-là, une protéine multipasse. Ça, c'était en 1989 par l'équipe de Cunningham et notamment par Lauren Albritton qui a fait un travail remarquable pour identifier ce premier récepteur. Et ça, c'était avant même que le récepteur aux chemokines était identifié. Donc, si vous voulez, pour situer à l'époque, on avait un récepteur qui était une protéine intégrale, CD4, et ensuite, Lauren Albritton a trouvé ce multipasse. Et de façon bien plus intéressante, la même équipe a identifié la fonction de cette protéine multipasse comme étant un transporteur de nutriments, en l'occurrence un 4-1, ou qui va s'appeler, dans le gène s'appelle SLC7A1, et qui transporte les acides aminés cationiques, basiques, enfin dans arginine, lysine, histidine. Alors maintenant, qu'est-ce qui a présidé à la sélection de ces récepteurs? Vous allez voir, la question va se poser de façon cruciale. Il n'y a pas de, et générale, il n'y a pas de réponse certaine, mais ça peut se discuter. Donc voilà, donc en 91, identification de ce récepteur, de ce premier récepteur, et puis on a, à la suite de ce travail, identifié des tas d'autres récepteurs sur des rétrovirus qui infectent des tas d'autres mammifères, et tous, en ce qui concernait cette famille de rétrovirus, les gamma-rétrovirus, tous étaient invariablement des transporteurs de la famille SLC, qui pouvaient transporter aussi bien des vitamines, des acides aminés, non pas du glucose, pas à l'époque, du phosphate, donc des ions. Donc une très forte co-sélection pour la porte d'entrée de ces virus pour ces transporteurs. Alors ces transporteurs, que sont-ils? Ils ont été très mal connus très longtemps, parce qu'on connaissait les transporteurs ABC, les pompes et les canaux ioniques, et même les aquaporines. Et en fait, leur définition est plus par ce qu'ils ne sont pas que parce qu'ils sont réellement. C'est une famille très, très hétéroclite. Mais ils représentent pour autant la plus grande part des transporteurs qui sont présents à la surface de la cellule ou dans les organelles et qui favorisent l'échange de nutriments et de métabolites. Il y a plus de 450 membres qui sont identifiés, il y en a encore qui arrivent, il y a plusieurs familles. Et en fait, ce qui était intéressant, c'est qu'un quart de ces SLC sont associés à des maladies. Alors souvent des maladies génétiques, mais pas seulement. Alors, donc, vous voyez bien que de ce travail fondamental il y a bien longtemps, on saute très vite à l'appliquer. Enfin, très vite. Là, on est passé de 1986, la publication de mon article, à 2004-2013, l'identification de ces transporteurs. Et la recherche des récepteurs a continué. Il y a d'autres familles de rétrovirus pour lesquelles on a identifié des protéines ancrées par des lipides à la surface cellulaire, et toujours pas de récepteurs pour ce rétrovirus humain qui affecte quand même énormément de gens et pour lequel les banques du sang criblent systématiquement la présence de ce virus. C'est-à-dire que vous donnez votre sang, on va détecter s'il y a des traces d'infection du VIH par sérologie et aussi de ce virus que peu de gens connaissent. Alors j'ai ma théorie là-dessus parce qu'en fait c'est un virus qui est endémique un peu partout, sauf dans le monde blanc, curieusement. Enfin, il y a pas mal de théories là-dessus et ce désintérêt probablement vient de là. Enfin, c'est peut-être une hypothèse plus politique que scientifique, mais qui peut se défendre. Alors, si on revient à nos gamma-rétrovirus,
Le jeu pour moi à l'époque, là on est en train de parler entre 2013, entre 2000 et 2013, c'était vraiment cette énigme du récepteur pour ce delta rétrovirus. Et ce qu'il faut savoir, c'était très difficile de l'étudier parce qu'il était extrêmement cytotoxique, et je vous montrerai un film si on a le temps que l'effet fusogène de ces virus que leur enveloppe donne, c'est-à-dire qu'ils peuvent causer un vrai meltdown de la membrane cellulaire. Alors, comme j'ai travaillé sur les rétrovirus murins et leurs effets pathogènes associés aux enveloppes, ça c'est le schéma d'une enveloppe d'un rétrovirus, d'un gamma rétrovirus, pour lequel j'avais identifié un effet lytique sur les globules rouges. Et j'étais très familier avec la séquence parce que j'ai beaucoup travaillé sur la mutagénèse, etc. Et un jour, en étudiant un peu plus près HTLV, j'ai vu ceci. Et là, alors que le rétrovirus HTLV est un delta rétrovirus qui n'a génétiquement rien à voir, enfin très, très vaguement apparenté au gamma rétrovirus, leur enveloppe était pour autant extrêmement proche. Alors ça nous a permis de développer une hypothèse initialement avancée par Howard Temin, qui est un rétrovirologue de référence et qui a eu le prix Nobel pour la découverte de la reverse transcriptase, donc qui permet au rétrovirus de rentrer et de s'intégrer dans la cellule. Et cette notion est celle de la capture d'enveloppe. En fait, ce sont des éléments transposables qui ont intégré des gènes codant pour des glycoprotéines qui permettent de former des particules virales, de sortir et de réentrer. Et donc, cette capture qui se passe dans un temps différent de la constitution de l'élément lui-même, et ce qui pourrait expliquer cette apparenté dans un cadre extrêmement dissimilaire. J'espère que je suis clair. En tous les cas, ça nous a permis d'avancer sur cet aspect-là. Maintenant, d'appliquer le modèle que nous connaissons ici, de postuler que le domaine qui lie le récepteur, donc receptor binding domain, en français ça donnerait délire, domaine liant le récepteur, mais c'est pas resté, j'aimais bien le délire. Et finalement, la capacité d'isoler à partir de l'enveloppe HTLV qui était extrêmement toxique, qu'on ne pouvait pas étudier, d'isoler le domaine liant le récepteur, le RBD, et d'en faire un outil pour chercher le récepteur. Et ce travail a permis d'identifier, d'abord de visualiser, sans le connaître, le récepteur. On peut le voir en cytométrie, on peut le voir en microscopie, même en histologie, et d'émettre des hypothèses sur sa nature. Et c'est finalement un gros travail de biologie moléculaire et cellulaire en collaboration avec l'équipe de Naomi Taylor. Ce travail a été initié par Félix Kim et ensuite Nicolas Manel pour arriver à complétion et identifier gluten, qui est un transporteur de glucose, comme étant le récepteur du HTLV. Donc ce gluten transporteur du glucose est une molécule extrêmement importante parce qu'elle régit tout le transport du glucose, donc tout ce qui est en phase glycolytique, et notamment, pour vous donner une indication de l'importance, lorsqu'on veut détecter pas mal de tumeurs, elle surexprime ce gluten, et en fait on fait synthétiser un analogue de glucose radioactif qui s'appelle le FDG, une version fluorée de glucose radioactif, qui va permettre de faire de l'imagerie sur les patients et faire du PET scan. Et ce PET scan permet de localiser des tumeurs in vivo sur le patient. Donc il y a un intérêt certain d'avoir un ligand qui permet de lier spécifiquement à la surface extracellulaire ce type de transporteur. Alors on pourrait dire, mais pourquoi s'embêter avec ça et ne pas dériver des anticorps? Eh ben, c'est ce que beaucoup de gens essayent de faire, et pour des raisons qui échappent encore à beaucoup de gens, il est extrêmement difficile de faire des anticorps dirigés contre les parties exofaciales, donc extracellulaires, de ces transporteurs. Alors soit ils sont masqués, ils sont très conservés, enfin, ou la combinaison de tout, et ils sont très peu immunogènes. De l'intérêt d'avoir notre ligand. Et une des applications qui a été faite et que je trouve fascinante par
Naomi Taylor, le laboratoire de Naomi Taylor avec qui on collaborait, et par Amélie Montelaguen à l'époque, en 2008. Donc je vous rappelle, HTLV avait été identifié dans les années 80. Et le récepteur qu'on a identifié, nous, ça a été en 2003, donc 23 ans après, alors que le récepteur de HIV a été identifié 2 ans après. Enfin, CD4, 2 ans après. Et les premières applications, vous allez en avoir une illustration ici. Donc l'érythropoïèse humaine peut se reproduire in vitro, c'est-à-dire on prend du sang de la moelle osseuse, on isole des progéniteurs, on leur met des conditions de culture, notamment de l'érythropoïétine, et on arrive à avoir à la fin des globules rouges matures. Et ce qu'on a observé, c'était confirmé ce qui avait été décrit, c'est-à-dire que gluten, un des noms de gluten était le transporteur du glucose dans les globules rouges. En fait, les globules rouges humains sont parmi les cellules qui expriment le plus de gluten, ce qui est un paradoxe total parce qu'on ne voit pas très bien pourquoi le globule rouge mature aurait besoin de glucose. En fait, c'est le travail d'Amélie Montelaguen dans l'équipe de Taylor de montrer une autre propriété. C'est que d'abord, on a confirmé effectivement avec notre ligand à l'extérieur, on peut suivre l'expression de gluten au cours de cette maturation et on voit qu'il apparaît tardivement au cours de la maturation et qu'il est exprimé très fortement dans les globules rouges matures. Et contrairement à ce qui a été pensé, cette propriété n'était pas retrouvée chez les autres mammifères. Ça, ce sont des globules rouges d'autres mammifères, même y compris des lémuriens, et il n'y a absolument pas de gluten à la surface de ces cellules, alors que leur transporteur est reconnu par notre virus, ça on l'a testé. Et ce qu'a découvert cette équipe, c'est qu'en fait, cette propriété de surexprimer gluten à la surface des globules rouges est associée à la capacité des mammifères à l'incapacité à synthétiser leur vitamine C. Donc on a besoin de vitamine C exogène. De même, les chauves-souris frugivores, les hamsters et les primates. Donc cette propriété de gluten, en fait, a été associée par l'équipe de Naomi à la capacité du transporteur à la surface des globules rouges d'absorber de la vitamine C oxydée. En fait, c'est une double fonction de ce transporteur, donc de glucose et de la vitamine C oxydée. Et d'où l'hypothèse que ces globules rouges se baladeraient pour distribuer aussi la vitamine C. Et cette application, donc, que j'étais loin de pouvoir prédire de notre découverte de ce ligand de gluten, qui est présent sur les globules rouges humains, a trouvé une ouverture sur l'observation au cours de ces travaux, qu'en fait, il y avait un syndrome qui s'appelait le Gluten Deficiency Syndrome, le syndrome de déficience en gluten, et qui est une maladie terrible, mais qui peut être très bien soigné avec un régime qui fournit, parce que le glucose ne peut plus entrer dans les cellules, qui fournit d'autres sources d'énergie aux cellules, et donc par l'adaptation d'un régime cétogène. Donc il était essentiel de détecter au plus tôt cette déficience pour pouvoir compenser par un régime cétogène. Et c'est ce que, à partir de cette découverte qu'a été créée et identifiée, mis au point ce test, donc à partir de cette découverte de l'expression, de la surexpression de gluten sur les globules rouges, notre capacité à le détecter facilement a conduit à pouvoir détecter cette déficience gluten-DS dans un test qui a été mis au point par la compagnie que j'ai cofondée, qui s'appelle Metagluten, et qui est commercialisé. Et donc, normalement, je devrais faire une déclaration de conflit d'intérêt parce que j'ai effectivement des parts dans cette compagnie. Donc, ce n'est pas la publicité que je fais, mais une information, j'espère bien que vous le voyez comme ça. Et c'était une récompense absolument extraordinaire de voir des enfants en fait diagnostiqués et changer leur vie par ce diagnostic. Donc je vais revenir maintenant au développement à partir de là. Entre-temps, on a identifié d'autres récepteurs, d'autres rétrovirus pour lesquels les récepteurs n'étaient pas connus.
Et ainsi, on a identifié celui du virus de la leucémie bovine comme étant, et ça c'est vraiment back to the future, c'était extraordinaire. Tout le monde l'a cherché. Alors lui, il a été identifié, le virus a été identifié dans les années 70. Et ce n'est que jusqu'à qu'on s'y mette, qu'on a identifié que le récepteur n'était autre que le même que le premier récepteur qui avait été identifié à l'époque. Donc il y a vraiment une co-sélection très forte pour ces transporteurs, pour certains de ces transporteurs, par cette famille de rétrovirus. Un autre aspect de notre travail a été de montrer qu'un récepteur murin, donc encore une fois un travail extrêmement ésotérique pour trouver le récepteur d'un rétrovirus murin, mais il se trouve que cette molécule, nous on a présumé qu'elle était aussi un transporteur de nutriments, et ça c'est le travail de Donatella Giovannini dans mon labo, que connaît Donatella, qui a identifié ce transporteur comme étant le seul exportateur de phosphate connu parmi les animaux. Donc ce travail sur la souris nous a permis d'identifier un exportateur de phosphate, une notion qui n'était pas connue chez les animaux, c'était connu chez les plantes et les levures. Et on a pu identifier, suite à ce travail, des maladies idiopathiques, en fait des dégénérescences cérébrales, qui étaient liées à des mutations de ce transporteur. Donc on voit encore une fois que cette recherche fondamentale peut mener à de nouveaux concepts et de nouvelles découvertes dans la clinique. Donc on se retrouve avec une batterie d'outils qu'on peut appliquer dans différents contextes. Et je pense que vous voyez aisément que de posséder cet outil permet aussi bien de faire de l'imagerie, et ça c'est un modèle in vivo qu'on a utilisé, c'est-à-dire on instille on injecte ce ligand dans une souris qui a des tumeurs, qui surexprime le transporteur correspondant, et on arrive à localiser les tumeurs. Et en fait, ce qu'a montré le travaux de Donatella Giovannini et de Jacinthe Mécari récemment, c'est qu'on peut inhiber aussi la fonction de transporteur par ces outils. Donc, une prospective intéressante. Donc, si je veux résumer ce que j'ai dit jusqu'à présent, les rétrovirus peuvent copier leur ARN en ADN, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Il faut une machinerie particulière, j'insiste pour le dire, parce qu'il y a, à cause de cette phobie des vaccins à ARN qui est complètement déplacée, donc qui va s'intégrer dans le génome. Ensuite, je vous ai montré que les gamma, mais aussi les delta, qui ont capturé le même type d'enveloppe lors de leur évolution que les gamma, et utilisent tous deux les transporteurs de nutriments de la famille des SLC comme récepteurs. Je vous ai montré un petit peu notre chemin vers la découverte de gluten comme le récepteur HTLV. Et à partir de ça, comment utiliser les RBD dérivés des enveloppes rétrovirales pour tracer ces récepteurs à la surface cellulaire et en dériver des applications, notamment comme métaglutin, qui permet de corriger les syndromes par des adaptations diététiques. Ce que je ne vous ai pas dit, et donc là, je vais me retourner vers Daniela et Mathilde et leur demander c'est stop ou encore. Alors j'attends votre réponse à voix haute. On a encore 30 minutes, donc je pense que c'est bien. On aimerait aussi entendre un peu plus sur Métaphora. Sur Métaphora, ça, on posera des questions après. Ce que je voudrais faire dans les 5 minutes suivantes, c'est raconter une petite histoire qui est fascinante et qui base notre recherche actuelle. Donc, à la question, la recherche fondamentale peut être applicable, la réponse est oui, mais elle a besoin de temps et aussi d'argent. Donc, il faut bien sûr, lorsqu'on a découvert le récepteur HTLV, on pensait agir au niveau de la leucémie liée par ces virus, et on n'avait pas la moindre idée que certaines vies seraient modifiées, qui n'ont rien à voir avec la leucémie, mais avec de déficience en gluten. Donc voilà, il faut continuer la recherche un peu dans tous les sens pour en espérer des applications. Ça, c'est ma philosophie. Alors, pour illustrer un petit peu quand même ce temps long de la recherche, en 2003, nous avions identifié gluten comme le récepteur.
des brevets, on a déposé des brevets entre 2004 et 2010 pour leur application. Le brevet a été licencié, donné sous licence à la compagnie Métaphora, qui en a dérivé un test en 2018 et qui est utilisé maintenant pour cette détection seulement en France et qui, on espère, sera généralisé dans le monde. Ça, c'est l'équipe qui a permis ce travail. Alors, j'ai cité les noms des travaux que j'ai mentionnés et l'équipe actuelle, donc Jacinthe Mécari, qui est étudiante en thèse, Donatella Giovannini, qui est chercheur, Jawida, ingénieur, et Aïda Gelni. Et un travail que je vais mentionner implique Kevin Villette, qui est aussi étudiant en thèse, Valérie Courniot, Jérôme Reboul et Yann Robbins. Alors, on y va et je sois prêt à 5 minutes de quelque chose, for something new. Donc, les virus peuvent infecter et se transmettre horizontalement d'individu à un individu. Je vous ai montré que les rétrovirus pouvaient s'intégrer dans l'ADN et en tant que tels, faire partie, non pas du patrimoine génétique, parce que pour ça, il faut qu'ils aillent dans les cellules germinales. Or, c'est ce qui peut se passer de façon très rare, et c'est ce qu'on appelle une transmission verticale. Donc, il y a endogénisation de ces rétrovirus qui se passe au cours de l'évolution. Alors, peut-être que c'est en train de se passer chez certains d'entre nous et on ne le sait pas. En tous les cas, il y a des rétrovirus qui peuvent finalement rejoindre les cellules germinales et se passer donc de mère à enfant ou père, mère à enfant. Donc, c'est ce qu'on appelle la transmission verticale. Et en fait, ce qui est fascinant, c'est que là, on a dans nos génomes des rétrovirus endogènes qui sont non infectieux chez les humains, mais en fait, chez beaucoup de mammifères qui sont complètement infectieux. Tous nos chats, tous les chats autour de vous portent des rétrovirus infectieux endogènes dans leur génome. Les koalas sont en train d'être décimés à cause de ce problème. Tous les porcins ont ce genre de rétrovirus, tous les primates, toutes les souris, etc. Nous sommes entourés, en fait, de rétrovirus à capacité infectieuse et qui peuvent infecter les cellules humaines. Alors, comment se fait-il qu'on ne soit pas infecté? Je pense que c'est lié à une évolution, parce qu'on a été infecté. Et maintenant, on a développé, donc ceux qui ont survécu dans cette évolution ont développé les capacités à se défendre contre la dissémination de ces virus. Ce qui fait que nous sommes bourrés de rétrovirus endogènes de type gamma, mais qu'on ne peut pas être infecté. On ne peut plus être infecté, ou très rarement, ou sous certaines conditions. Ça peut se discuter. Et en fait, on en est tellement plein qu'il y a quasiment 10%, donc entre 8 et 10% de notre génome, du génome humain, qui est fait de véritables séquences rétrovirales. Et par exemple, cette ERV-W, donc c'est syncytine, est une de ces enveloppes rétrovirales de notre génome et qui joue un rôle essentiel. Et ce rôle, c'est le rôle qui distingue Platon d'un ornithorynque. Donc, je ne sais pas si vous connaissez ce livre, que je recommande largement, qui est La philosophie à travers des blagues. Et c'est Platon et un ornithorynque rentrent dans un bar. Mais en fait, en l'occurrence, ce ne serait pas Platon et l'ornithorynque là, mais ce serait plutôt Hypatie ou Hypatia, qui était une philosophe grecque d'Alexandrie, et l'ornithorynque en question, parce que ce qui distingue Hypatia et l'ornithorynque, en fait, parce que cette enveloppe rétrovirale, l'ERV-W dont je vous ai parlé, est celle qui permet d'initier la fusion des cellules qui va former le placenta. Alors, et c'est là que je veux vous montrer ce film. Voilà ce qu'une enveloppe rétrovirale fait, et voilà ce que l'enveloppe HTLV fait, et qui fait qu'on ne pouvait pas l'étudier facilement. Alors, essayez de faire marcher ça. J'imagine que vous voyez les cellules. En fait, ça, c'est une monocouche cellulaire filmée sur la nuit, et dans laquelle on a introduit une enveloppe rétrovirale fusogène. Vous allez voir cette cellule-là va se glisser là, et cette monocouche, vous voyez, les cellules bougent, en fait, ne sont pas amorphes. Hein. Et elle va, parce qu'elle exprime cette enveloppe rétrovirale, elle va fusionner les membranes, ce que vous voyez là, ce qui est en train de se passer, et c'est un phénomène généralisé. En fait, il y a plusieurs cellules qui portent cette enveloppe,
Et vous allez voir partout la formation de ce syncytium, c'est-à-dire syn, S-Y-N, ensemble, cytium, cellule. Donc ces cellules se mettent ensemble, fusionnent leurs membranes. Donc on voit une seule membrane continue contenant plusieurs noyaux. Et en fait, c'est la définition même d'un placenta, et il y a d'autres cellules syncytiales comme ça dans notre corps qui sont les muscles. Pour le placenta, ça a été démontré que une enveloppe rétrovirale est celle qui va distinguer l'ornithorynque d'une femme enceinte. C'est quand même assez extraordinaire de savoir que ces infections rétrovirales ont conduit à l'évolution des mammifères placentaires et même des marsupiaux. Donc chacun, là, a inséré dans son génome, a capturé au cours de l'évolution des rétrovirus qui ont rejoint la lignée germinale et formé cette capacité à fusionner. Ça, on est revenu là-dessus. Et c'est-à-dire je tenais à illustrer cette évolution des syncytines et je vais m'arrêter là. Donc, si vous voulez bien, je prendrai volontiers vos questions en ce qui concerne. Si vous voulez, ce que je peux faire, c'est repasser au résumé, ce qui vous permettrait un petit peu d'être moins débordé parce que je vous ai inondé de données. Voilà. À vous. Ok. Moi, j'ai une question à propos de Syncytia. Première question, par exemple, quel est le rôle principal de cette formation? Quel est le rôle original? Parce que je ne pense pas que le rétrovirus endogène avait pour l'objectif de faciliter la reproduction de mammifères. Ouais. Oui, alors, donc la première... En fait, la première l'élément de réponse, c'est répondre à la question quelle est la pression de sélection qui donne un avantage à avoir un embryon in utero plutôt qu'un œuf. Parce que l'œuf, finalement, c'est un embryon à l'intérieur qui, après, est parti, en fait, et quitte le corps, entre guillemets, avant maturation. L'intérêt, enfin, il est présenté généralement par les évolutionnistes, quote unquote, comme étant. J'arrête le partage d'écran, peut-être. Voilà. Pardon. Arrêtez le partage, c'est où donc? Désactiver. Fermez le partage. Vous me voyez là ou je suis toujours en partage d'écran? Oui. On ne voit plus l'écran. Qu'est-ce qu'on voit donc? On te voit toi. Bon, ben, c'est parfait. C'est parfait pour techniquement. Donc, il y a une pression de sélection évidente qui s'est faite autour de la sélection de la capacité à porter son bébé. Donc, on peut imaginer l'animal porte le bébé jusqu'à terme et protège ainsi sa progénie. Donc, il y a eu probablement cette évolution et on pensait que ce qu'on appelle l'exaptation, c'est-à-dire la capture d'un gène viral et pour en faire une autre fonction, a été clé non pas dans la formation du placenta, probablement c'était une capacité qui a été déjà établie au cours de l'évolution, mais ça a été une capacité à se substituer plus efficacement aux procédés qui avaient été auparavant et qu'on ne connaît pas. Est-ce que je suis clair? Oui, je posais cette question parce que le virus sur lequel je travaille en cours de mon doctorat, il aussi déclenche la formation de Syncytia, mais l'objectif, c'est que juste pour se propager plus facilement dans la culture cellulaire, entre les cellules. Donc en fait, je pensais que peut-être c'était aussi la stratégie pour se propager plus facilement dans l'environnement. Tu sais, moi, je challengerais ça parce que il n'y a pas besoin de faire des syncytia pour se propager. Et en fait, c'est un effet très toxique, le syncytium. C'est-à-dire que donc c'est une capacité qui est contrôlée. C'est probablement ce que tu observes dans tes conditions de culture. Par exemple, HTLV, si on le met en culture, c'est le meltdown total. Mais en fait, en sec in vivo, il est contrôlé. Et ça, c'est probablement comment l'enveloppe est structurée. C'est pour ça qu'il y a cette partie extérieure qui masque le peptide fusogène et que c'est uniquement
en condition de reconnaissance du récepteur que le peptide est libéré. Donc il y a probablement une dynamique quand l'enveloppe qui est produite par la cellule n'est pas fusogène et qu'il deviendra. Et puis le syncytium, ça peut être une observation connexe et pas forcément, disons, évolutive, à vérifier. Maintenant, on peut imaginer comment le syncytia soit indispensable pour la réplication, mais pour la dissémination, pardon. Mais ça demande à être vérifié. Je ne connais pas le modèle, donc. Bah oui, c'est vrai que ça déclenche la pathogénicité. Les cellules meurent à cause de ça. Oui, mais la pathogénicité est un accident pour un virus. Il n'y a aucune stratégie à être pathogène. Aucune stratégie évolutive, au contraire. Donc, tout ça, l'intégration d'endovirus dans le génome, c'est un pure coïncidence. Et on est capable de produire le placenta juste par coïncidence. C'est quand même bon. Oui, mais en fait, il faut le voir à l'inverse, c'est que les éléments rétrotransposables existaient. Et c'est probablement comme ça que les génomes ont existé. Les génomes se sont multipliés comme ça, par rétrotransposition ou transposition. Et après, ces virus ces éléments transposables sont devenus des virus par capture de cette enveloppe, en fait. Alors, il y a une main qui s'est levée, je pense. Mathilde. Oui, Mathilde. Tout à fait. Je voulais savoir, est-ce que cette découverte, en fait, du façonnage de notre vie par les virus, c'est la première qui a été faite, ou il y a déjà eu d'autres évolutions, en fait, qui ont été mises en évidence? Écoute, oui, alors la découverte de cette syncytine, c'est deux équipes, une française, donc menée par François Mallet et François-Loïc Cosset à Lyon, et par, je suis désolé, mais les chercheurs m'échappent, une équipe anglo-saxonne, qui avait identifié cette propriété. Alors depuis, il y a des enveloppes rétrovirales qui ont été identifiées, des enveloppes entières dans les génomes, dont on ne connaît pas les fonctions. Il y en a une qui a été appelée suppressine, en fait, qui est un RBD naturel. C'est-à-dire, vous avez vu que nous, on avait formé des RBD en prenant la partie qui lie le récepteur à partir de l'enveloppe entière. Ce que des chercheurs japonais ont découvert, c'est qu'il y a dans le génome humain un RBD naturel qui reconnaît le même récepteur que la syncytine, que l'enveloppe qui fait le syncytium. Donc, ils pensent que c'est un régulateur de cette capacité fusogène, donc un compétiteur, parce que lui, en tant que RBD, n'aura pas l'élément fusogène, la partie soluble. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense. Et donc, on ne connaît pas d'autre rôle. Et c'est ce que, alors, c'est en fait, c'est mon projet actuel. C'est-à-dire qu'on a ce que fait Kevin Villette, donc étudiant en thèse avec Valérie Courniot, qui est chercheur CNRS, c'est on s'est chargé d'identifier dans le génome toutes les enveloppes rétrovirales, non pas comme on le faisait jusqu'à présent en cherchant les enveloppes, mais en cherchant même uniquement les RBD. En pensant que ces éléments auront la capacité à reconnaître le récepteur, donc qui va être un transporteur de nutriments, et éventuellement le moduler. Donc notre idée, c'est qu'il y a dans nos génomes des régulateurs du métabolisme qui n'ont pas encore été identifiés. Donc on est là-dessus. Très bien. S'il n'y a pas d'autres questions, on va peut-être pouvoir passer... J'ai vu une main de Marine, je crois. Oui, c'était pour rebondir en fait à donc la toute dernière partie que vous avez présentée. C'est fou de voir qu'on commence tout juste à faire comprendre aux gens à quel point les bactéries sont essentielles à notre vie et que maintenant on va devoir aussi leur faire comprendre que c'est pareil pour les virus. C'est en pleine pandémie, je pense que ça va être compliqué. Mais ça va être compliqué. Si j'ai bien compris... Mais Marine, je peux t'interrompre parce que c'est important ce que tu dis. En fait, autant les bactéries, l'intérêt est immédiat. Pour les virus, c'est extrêmement intéressant ce que tu dis parce que le concept d'une population virale protectrice
n'est pas passé, en fait, ne passe pas. Mais il existe, parce qu'en fait, il donne une immunité de base. Par exemple, en parlant dans le contexte de la pandémie, j'ai travaillé dans les années 80 au Gabon, et j'avais vu à l'époque que des coronavirus étaient endémiques à un point, alors que j'avais fait la même étude en France. Et au Gabon, 70% des gens, toute ethnie confondue, toute origine confondue, européenne ou autre, et portaient des coronavirus, enfin les relarguer, si je peux me permettre, les chier. Donc à une quantité faramineuse et de façon permanente. Et il est très possible que cette immunité exacerbée ne tolérise pas, mais maintienne un niveau de réponse qui permette de contrôler, disons, des infections croisées. En fait, j'avais fait un travail aussi qui montrait que, par exemple, le virus de la grippe B, une réponse du virus de la grippe B pouvait protéger partiellement contre la grippe A, ce qui n'était pas un concept connu. Donc, ta remarque est extrêmement importante, à mon avis, de celle de la notion d'une flore virale protectrice. Et justement, de toutes ces observations que vous avez pu voir justement avec les différents continents que vous avez pu traverser dans votre carrière, est-ce que vous pensez que, notamment par rapport, là vous parliez du coronavirus, peut-être que certaines populations qui sont souvent assujetties à des infections coronavirus n'aient pas réussi par une adaptation virus-système immunitaire à trouver un moyen de... Un peu comme vous avez vu avec la grippe. Ah oui, mais il y a déjà... Oui, ça a déjà été prouvé. Cas... Oui, il y a des cas qui sont l'exemple le plus fameux est celui du VIH. Il y a des populations d'Europe du Nord qui sont protégées par une mutation du récepteur, qui est le récepteur roquémoquine, et qui a une délétion qui ne permet pas l'entrée du virus. Il y a des modèles comme ça dans tous les systèmes. Pour HTLV, il y a un aspect fascinant, c'est que quand on avait trouvé en fait HTLV était endémique, il est apparu en Afrique et il s'est disséminé avec les populations. Vous savez, les populations où on trouve HTLV le plus souvent, c'est des populations amérindiennes. Et donc chez les Inuits, je ne suis pas sûr. Donc les populations indigènes, chez vous ne dites pas indigènes, vous dites natives. Donc chez les populations natives, le HTLV est plus présent. Donc le virus s'est disséminé depuis l'Afrique, l'Asie, ensuite par le passage des populations d'Asie par le détroit de Bering, donc les populations natives américaines, et c'est un fléau chez les populations amérindiennes en fait. Et il a épargné entre guillemets le monde à partir du Caucase, le monde blanc, quote unquote. Et l'hypothèse la plus vraisemblable pour moi, c'est qu'en fait, il n'a pas épargné, le monde qui allait devenir blanc a été dévasté par un virus de ce type, et on s'en sortit des résistants, et cette résistance était associée avec à la pigmentation de la peau. Donc ça, c'était l'hypothèse que j'émettais. Et en fait, à ce moment-là, on a trouvé gluten, qui était ce récepteur. Et donc, pour moi, j'émettais l'hypothèse que la pigmentation de la peau, je ne connaissais rien ce qui contrôle la pigmentation de la peau, devait être quelque chose qui était probablement un transporteur. Et en fait, quelques années après, il y a eu une découverte avec le poisson zèbre, donc on parle de translationnel et de fondamental, qui montrait que les marques, la couleur noire chez le poisson zèbre était contrôlée par un gène qui avait exactement la même structure que nos transporteurs de nutriments, et qui n'était pas un transporteur identifié. Donc, moi, je parie que c'est un transporteur. De quoi, je ne sais pas. Et toujours est-il qu'on a vu que ce gène, l'équivalent humain, a connu un goulet d'étranglement dans les populations européennes. C'est-à-dire que, alors que le polymorphisme de ce transporteur est énorme dans toutes les populations, et dans les populations européennes, il y a eu ce goulet d'étranglement. Donc, l'hypothèse tient. C'est-à-dire que probablement HTLV ou un équivalent a dévasté les populations au niveau du Caucase. D'ailleurs, c'est au niveau du Caucase, du nord du Caucase, c'est un travail d'Antoine Gessin de l'Institut Pasteur qui a montré qu'il y a des populations qui sont encore endémiques HTLV. Donc c'est très curieux, ce sont probablement des populations ancestrales
qui ont peut-être d'autres mutations. Voilà, donc c'est fascinant, je trouve fascinant cette coévolution entre virus et population, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre de tout éliminer tout le temps, l'évolution est en cours. Nous sommes en train d'évoluer, as we speak. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, merci. Et peut-être, Daniela, si on peut faire quelques questions sur la casquette entrepreneur. Oui. C'est pas ma préférée. Parce que c'est quelque chose qui m'intriguait. Je sais que l'idée de monter l'entreprise, le start-up, ça a commencé en France, mais ensuite ça a progressé, ça a passé aux États-Unis. Comment ça s'est passé, tout ça? Je voulais savoir un peu plus Non, là-dessus. voilà, je vais te dire. En fait, c'est pas encore passé aux États-Unis. Alors, ça a commencé, il y a juste un accord qui sont en train d'être faits aux États-Unis. Alors, comment ça a commencé? En fait, je dis, c'est pas ma préférée, c'est pas vrai. J'adore cette dualité et elles sont extrêmement nécessaires et complémentaires. Donc, lorsqu'on avait trouvé gluten comme récepteur et j'avais cette idée que voilà, ça y est, on avait un outil dont on allait pouvoir repérer les tumeurs avec notre RBD, voire neutraliser, voire empêcher le virus, lutter contre l'infection HTLV, etc. Et j'étais voir un copain qui lui était à l'origine de plusieurs entreprises, il s'appelle Luc Doriol, et il a créé une des grosses startups en France qui s'est attachée à faire les séquençages génomiques à partir d'oligonucléotides, donc qui s'appelait Gen7 à l'époque. Donc il avait fondé une autre compagnie qui s'appelait Metabolic Explorer, qui s'occupait de métabolisme. Donc je disais, voilà, c'était parfait. Et Luc me disait, c'est quoi ton produit? D'accord, tes idées, elles sont bien là, mais là, qu'est-ce qu'on fait là? Et c'est vrai dire, il me coinçait, quoi. Je n'arrivais pas à trouver vraiment comment faire autre chose que faire de la recherche finalement. Et c'est après, en étant un membre de comité de thèse et en collaborant, pas de membre de comité, de Vincent Petit, qui faisait sa thèse chez Simon Weinhobson, qui est un rétrovirologue connu qui travaille sur HIV à Pasteur. Et Vincent se demandait quoi faire après sa thèse. Il était côté très entrepreneur. Il aurait pu faire un excellent chercheur académique, mais ça ne le tentait pas trop. Donc, je lui ai dit, écoute, si c'est ça, va pas faire un postdoc où tu vas passer 2, 3, 4 ans, et puis tu vas être au même point où tu en es maintenant, quoi. Donc, autant en faire ce que tu veux faire maintenant. Et d'ailleurs, à ce propos, j'ai une idée d'application de création d'entreprise. Et le pauvre, il s'est fait piéger, et c'est lui qui a développé la compagnie autour de ça. Donc, je ne suis pas du tout entrepreneur. En fait, bon, je suis scientifique et je pense que j'ai mon apport en tant que scientifique dans le succès de la compagnie, ça je ne vais pas le dénier. Je suis président du conseil scientifique, donc, mais c'est vraiment le travail de Vincent et de son équipe et des autres qui ont formé la compagnie. C'est un tout autre métier pour lequel j'aurais été catastrophique, parce que je vois ce qu'il doit faire. C'est ce qu'il a dû faire. Donc, j'accompagnais évidemment dans les levées de fonds. Il sortait le chercheur de sa boîte et il faisait son truc, et hop, on le rangeait dans sa boîte et maintenant, on récolte l'argent, quoi. Et on développe les projets. Donc, le parcours de la création de la boîte, je pense que chaque boîte a son histoire. Il est singulier. Je crois que chaque boîte est un individu. Plusieurs individus, évidemment, mais je veux dire une entité à part. Je ne pense pas qu'il y ait d'histoire commune. La seule communauté que je verrais, c'est un engagement forcené d'un créateur. En l'occurrence, c'était Vincent Petit et Luc Doriol qui ont vraiment mené le projet. Donc, je suis désolé de vous décevoir, je ne suis pas le chercheur entrepreneur. Vraiment pas. Je pense que c'est très difficile. On peut choisir après, on peut choisir. Et je pense que c'est très important d'avoir été chercheur. C'est pas indispensable. Est-ce que, je ne sais pas si j'ai approché ta question, Daniela. Excuse-moi, Je ne sais pas si j'ai approché ta question. Oui,
Oui, Si tout j'ai à répondu à fait. ta question. C'est très bien de savoir ce point de vue sur la situation, en fait, parce que, bon, dans ma perception naïve des développements de startups, c'est comme, ah, je suis chercheur, je développe en startup, c'est tout prêt. C'est ce qu'a fait Vincent. Hein. C'est ce qu'a fait Vincent. Vincent peut dire, il était chercheur, il a fait sa thèse et puis il a fait sa. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il faut énormément de soutien, soit des soutiens institutionnels. Donc, en France, c'est assez bien de ce point de vue-là pour les débuts. C'est-à-dire qu'on peut aider. Alors, ce qu'il faut avoir aussi, c'est lorsqu'on fait des découvertes, il faut avoir le réflexe non-divulgation. C'est-à-dire que, bon, en Amérique du Nord, c'est un peu différent, mais en Europe, pour les brevets, il faut pas avoir divulgué pour pouvoir faire une demande de brevet. Oui, tout à Donc, fait. Ici, c'est la même chose. J'ai l'impression. Je ne sais pas, est-ce qu'ici, il y pas, a des différences très prononcées non, entre le monde de l'Amérique du Nord et entre... si, aux États-Unis, ce qui fait marque, c'est le cahier de laboratoire. Quand a été fait la découverte. Mais le brevet ne sera protégé qu'aux États-Unis sous ce chapeau-là. Mais comme le marché américain est suffisamment grand, donc certains, enfin pour le moment, généralement c'est la non-divulgation. Donc par exemple, je vous ai parlé des RBD endogènes, donc notre projet, mais je ne vous ai rien dit sur qu'est-ce qu'on a trouvé, où est-ce qu'ils sont, quels récepteurs ils reconnaissent, enfin, etc. Vous voyez. Donc je suis obligé de contenir ces informations. Donc il faut avoir ce réflexe de disséminer l'information, d'abord de distinguer ce qui est éventuellement brevetable ou pas. Donc on l'apprend, on l'apprend. Et surtout ne pas bloquer la communication scientifique. Donc c'est un équilibre délicat. Hein. Tout à fait, oui. C'est vrai que c'est un équilibre délicat. Ouais, je dois dire, en fait, je suis souvent dans des situations schizophrènes entre chercheurs fondamentales et puis parce que la boîte, elle paye 2 chercheurs. Donc c'est important que je protège les intérêts de la boîte dans ce sens-là. C'est-à-dire que je leur donne aussi, mon groupe va leur donner de quoi continuer. Voilà, donc c'est une symbiose qui est très gérable. Ça a l'air de fonctionner. On est impatient de voir un produit final un jour. Oui, ça peut fonctionner. C'est pas facile. Marine, est-ce que tu as des questions? Moi, j'avais plus des questions techniques, plus dans justement la différence entre la France et l'Amérique du Nord. Parce que j'avais cru comprendre qu'il y avait aussi un pied qui était aux États-Unis, non? Dans ce projet entrepreneurial. Oui. Alors moi, en fait, c'est très bancal parce que bon, tu me présentes comme étant directeur de recherche à l'IGM, etc. Mais en fait, j'ai aussi je suis attaché au NCI et pour développer justement des projets liés aux découvertes qui ont été faites en France. Donc, je suis associé aux États-Unis. Donc, pour répondre à ta question, en fait, qui est autre, il y a une énorme différence entre la France et les États-Unis. Aux États-Unis, il y a une disponibilité de moyens de fonder des startups qui sont bien plus énormes qu'en France. En France, l'amorçage, ce qu'on appelle l'amorçage, est très bien fait, très bien géré, mais il y a un vide considérable, il y a une frilosité très forte des investisseurs sur les petites boîtes. Mais vraiment, et qu'on retrouve à tous les niveaux en France, c'est-à-dire les banques, c'est pareil. J'espère qu'elles vont, j'ai aucune chance qu'ils écoutent ça, mais les banques sont frileuses, les investisseurs sont frileux. Il n'y a pas d'investissement sur l'invention. C'est quelque chose, c'est une dynamique qu'on retrouve aux États-Unis. C'est terrifiant qu'on en soit encore là en France. Les grosses pharma ne vont pas investir dans ces types. Ce qu'ils font, c'est qu'ils les rachètent une fois que le succès est fait. Alors ça se fait aussi aux États-Unis, mais il y a un investissement, il y a des fonds d'investissement qui se soutiennent les startups. Donc je ne sais pas comment c'est au Canada. J'imagine que c'est un hybride. C'est un peu plus comme les États-Unis. Mais les universités gèrent beaucoup les brevets. Dans votre situation, ça aurait été à l'Université Laval de faire le brevet. Oui, mais attends, le brevet n'est pas un problème. Le CNRS est extrêmement protecteur. J'étais magnifiquement servi par le CNRS. Là, c'est un hommage, mais réellement, les services, ce qu'on appelle services partenariat et valorisation, je veux les remercier.
publiquement, ils soutiennent la politique de brevet. Le brevet, ce n'est qu'une étape. Après, c'est la formation de la compagnie, de la start-up. Ça, il y a besoin de moyens. On parle de centaines de milliers, de millions de dollars. Pour vous donner une idée, sur la dynamique, donc notre compagnie a été créée en 2011. Les levées de fonds vont jusqu'à 6 millions d'euros. Donc, pour les 10 premiers, au moins 6 millions pour les 5-10 premières années, au moins. Ouais. Donc, ce qui n'est pas énorme, en fait, quand on pense. C'est pas énormissime quand on pense aux applications possibles. Et tout ce qui a été fait par la compagnie, par exemple le lutin DS, etc., en aucun cas un laboratoire de recherche académique aurait pu le faire. Donc c'est pour ça que j'ai été chanceux de pouvoir reconnaître ces deux aspects. Oui, ça fait vraiment le lien entre recherche fondamentale qui peut être recherche appliquée qui peut amener à un produit et faire avancer. Oui, mais ça, j'ai été gâté par les partenaires aussi bien académiques, donc le CNRS, que industriels, c'est-à-dire l'équipe de Métaphora qui est très compréhensive sur notre besoin de faire de la recherche. C'est rare, ça. C'est unique. Donc, je vois quand même que le temps file, mais est-ce qu'on aurait le temps pour une dernière petite question un peu plus générale? Est-ce que vous auriez des conseils justement pour des... Là, je vois qu'il reste beaucoup d'étudiants qui sont au doctorat. Oui. Qu'est-ce que vous aurez à leur conseiller pour la suite? Justement, Oui. vous qui avez vu un peu différents... Oui. Ben, je peux vous dire que d'abord, il n'y a pas de généralité à faire. Enfin, je pense que maintenant, on peut s'amuser, réellement, s'amuser dans des boîtes, dans des entreprises, à faire de la recherche. On peut. Je vois les équipes chez Métaphora, il y a une vingtaine de personnes, 25 personnes. Il y a des étudiants en thèse donc on peut développer des projets et s'amuser. Et de plus en plus, en fait, dans la recherche académique, elle est tellement orientée sur recherche à projet, c'est-à-dire qu'on est obligé de dire 5 ans avant ce qu'on va découvrir dans 5 ans. Je vais guérir ça, enfin, je veux dire, c'est ridicule. Pour moi, c'est antinomique avec la recherche fondamentale. C'est qu'il n'y a plus de différence, malheureusement. Dans la recherche académique, on est obligé d'avancer masqué. On va prétendre qu'on va faire ceci, et puis après, on avance, et on sait très bien qu'on ne sait pas où on va, hein, de toute façon. Donc, les conseils, c'est surtout, ne pas se limiter à un champ d'application, ne pas se limiter à une région ou à un pays, être disponible. Plus on est disponible, et plus on peut s'amuser, en fait. C'est sûr. Mais maintenant, bon, tout le monde n'a pas cette chance aussi. Voilà. Eh bien, merci beaucoup pour votre présentation, pour merci à vous. toutes les réponses aux questions. Est-ce que ce sera possible de diffuser votre contact auprès des étudiants s'ils ont d'autres questions? Oui, avec plaisir. Je l'ai mis. Après qu'ils aient visionné la vidéo. Oui, j'ai mis mon adresse email exprès. Oui, avec plaisir. D'accord, très bien, merci beaucoup. Donc, pour rappel, cette vidéo sera disponible pendant 1 mois après mise en ligne. Et bonne fête à tous. Bonne fête, merci à vous trois. Merci Daniela pour cette invitation. Et c'est un plaisir de discuter avec vous. Ciao tout le monde. Merci, bonne journée. Salut. Au revoir. Merci, au revoir.